Bonjour, chers amis Tempo spectateurs, Tempo spectatrices. Bienvenue à la chronique de la semaine du professeur Moussa Issifou. Nous sommes aujourd'hui, mercredi 28 août 2019. Nous sommes heureux de vous retrouver et sur ce plateau, en tout cas, je m'adresse à mes invités, à M. Classio Koutoglo, qui est le porte-parole de la diaspora consciente, et M. Philippe Amedodji, président de la diaspora togolaise en Belgique. Et nous les avons invités aujourd'hui pour nous appesantir sur un sujet brûlant de l'heure, un sujet qui ne cesse de faire couler beaucoup d'encre et de salive, un sujet qui est totalement, ou disons, qui est fréquemment commenté par tous les Togolais. Il s'agit bien sûr de la problématique de la candidature de Faure Gnassingbé en 2020. Et nous avons invité ces deux activistes de la diaspora togolaise et pour ensemble avoir une conversation sincère par rapport à cette problématique. Alors, une fois encore, bienvenue sur nos plateaux et nous sommes heureux de vous recevoir. Alors, Monsieur Philippe et Classio, la première question sans tarder. Tout à l'heure, je lisais, c'est pas dans un journal de la place, une intervention de Monsieur Antoine Folly, et que tout le monde connaît bien, qui a été commenté à plusieurs reprises par beaucoup de personnes. Et dans son intervention, il déclarait, je cite, « Aujourd'hui, la candidature de Faure en 2020 ne dépend que de lui, c'est-à-dire de Faure et de Faure seul. » Êtes-vous de cet avis, messieurs les invités? Oui, merci beaucoup de m'avoir encore introduit patriotiquement sur votre chaîne, la chaîne de la télévision de la diaspora africaine. Merci pour tout le travail que vous êtes en train de faire. Nous n'allons pas trop perdre de temps. Les tempos spectatrices et spectateurs sont là. Je vous salue tous. D'entrée, la déclaration de M. Antoine Folly, que je crois connaître sur la scène politique aux côtés de la C14, me paraît vraisemblable, dans la mesure où la dictature dans laquelle les Togolais vivent ne donne pas aucune opportunité pour le moment de dire non à la candidature de Faure. C'est-à-dire, je parle sur le plan institutionnel. Les réformes institutionnelles n'ont pas été faites. Les réformes constitutionnelles n'ont pas aussi été faites. Les réformes qui concernent ce qu'on appelle les élections n'ont pas été faites. Donc aujourd'hui, nous sommes toujours comme au point de départ, c'est-à-dire au point où la dictature est notre racine. Donc si M. Antoine Folly dit cela, c'est parce que, en tant qu'acteur politique, il voit que rien n'est devant aujourd'hui, ou bien rien n'est institutionnellement inscrit aujourd'hui pour empêcher la candidature de Faure Gnassingbé. Et je respecte ses propos. Maintenant, quel est l'avis du peuple? Quel est l'avis de la diaspora dont je fais partie aujourd'hui?
est-ce que nous sommes prêts en tant que peuple à accepter ces caricatures institutionnelles pour pouvoir introduire encore une candidature de Faure en 2020 parmi les candidatures que nous allons recevoir? Ça revient au peuple de parler, au peuple de décider. Si vous me posez cette question à moi, je peux vous dire aujourd'hui que je ne verrai pas la candidature de Faure en 2020. Si la conscience que Antoine Foley a interpellé indirectement dans ses propos, en parlant à Faure de pouvoir écouter le peuple et la diaspora, afin de retirer sa candidature pour un apaisement national et international, ne se fait pas sentir dans les oreilles de Faure Gnassingbé, je pense bien que nous tous, nous devons nous engager sur un chemin pour pouvoir empêcher par tous les moyens la candidature de Faure Gnassingbé en 2020. Et là, ce chemin-là, je pense bien que le peuple et la diaspora doivent se préparer d'ores et déjà pour pouvoir en arriver là. Je m'arrête ici pour le moment, puisque nous sommes deux sur l'antenne. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Philippe Amédodi, la même question vous est posée. Est-ce que vous avez entendu la question? Bon. Philippe? Oui, allez-y. Pourrez-vous rappeler la question parce qu'il y avait une... J'ai dit que vous rappeler la question, s'il vous plaît. Il y avait a déclaré sur des médias qu'à présent, la candidature de Faure Gnassingbé en 2020 ne dépend que de Faure et de Faure lui seul. Êtes-vous de cet avis? Bon, merci, docteur. Ce que je peux dire au sujet de cette déclaration, c'est que au niveau constitutionnel, la loi adoptée le 8 mai dernier et autorise Faure ou remet le compteur à zéro. C'est fait à dessein parce que, sauf à être aveugle, tous les Togolais savent que Faure a envie de s'éterniser au pouvoir. Il revient donc au peuple togolais de prendre leur destin en main. Et c'est pas parce que Faure a envie de réaliser ou bien de pulvériser le record de mandat de son papa que nous, les Togolais, qui souffrons le martyre, devrons l'accepter, le faire. Et je ne sais pas si les propos de Antoine Foley visent à demander au peuple de se résigner devant cet appétit ou j'allais dire cette cupidité de Faure, mais moi je l'entends comme la nécessité de nous organiser pour contraindre Faure à entendre raison et pour que l'intérêt du peuple et l'aspiration du peuple à vivre de façon digne et décente soit entendu par nos dirigeants. Alors, merci. Vous en avez terminé, M. Philippe Amédodi? Alors? Oui, c'est tout ce que j'ai dit pour l'instant. Ok, merci beaucoup. Je pense que vous avez mentionné quelque chose de très important. Vous avez dit que Faure, c'est pas son envie de vouloir, c'est pas rivaliser la longévité du pouvoir de son papa. Et ça, c'est très important de souligner cela. C'est l'envie que notre président a. Il veut qu'on dise que lui, il a régné plus que son papa. Donc, quand les gens parlent de 2030 ou 2025, lui n'est pas dans cette logique. J'ai toujours dit ici que même si vous donnez 50 ans à Faure Gnassingbé, après les 50 ans, s'il est encore en vie, il va vouloir
encore faire 50 ans. Parce que pour lui, il faut battre le record de son papa. Comme quoi, honte à ceux qui ne font pas mieux que leur père. Alors, vous deux, vous avez parlé du peuple. Vous avez dit que tout revient au peuple. C'est-à-dire que, quelle que soit la volonté ou l'envie de Faure Gnassingbé, c'est le peuple qui doit parler. Alors, comment envisagez-vous la prise de parole de ce peuple que vous connaissez très bien, Classio? Oui, vous savez, le problème du Togo devient de plus en plus compliqué et complexe. Il faut avoir le courage de le soulever. À partir du moment où, sur le sol togolais, il y a une divergence de vision au sein de cette classe qui nous représente sur le terrain, c'est-à-dire la classe de l'opposition togolaise. Moi, je ne trouve plus aucune raison qui peut expliquer la mobilisation du peuple quand un leader aimé par le peuple tend la main à un autre leader du peuple pour qu'il y ait un tout. Et quand cette main tendue n'est pas comprise à un certain moment, alors que le peuple, lui, il a compris cette main tendue jusqu'à donner plusieurs vies pour que la mobilisation soit au top contre la dictature et ses manifestations, je pense bien que nous devons encore aujourd'hui continuer par réfléchir sur cet aspect de la chose. Le peuple togolais ne veut qu'une seule chose, une vision commune de l'opposition avec des plans bien détaillés pour pouvoir se sacrifier contre la dictature et ses manifestations. Même au sein de RPT Unir, les gens aident toujours à cette mobilisation quand les choses sont beaucoup plus organisées. Mais quand, au sein de nous-mêmes, les gens pensent qu'on tire sur nous, les gens pensent qu'on pourchasse le peuple, donc il faut abandonner la lutte et puis ensuite aller négocier, et que le RPT Unir ne fait rien sur les réformes et avance à grands pas, c'est-à-dire imposer toujours la dictature, il va falloir que le peuple même comprenne ce qui se passe. Nous ne sommes plus au point de doigter qui que ce soit. Mais le peuple doit comprendre ce qui se passe et puis ensuite prendre sa position. Moi, je suis de cas, mais aujourd'hui, je veux que la dictature s'arrête. Moi, je suis de ANC. Je suis membre de ANC. Je veux que la dictature s'arrête. C'est une décision. Je suis de CDPA. Ce que nous sommes en train de faire, je veux que la dictature s'arrête. Qui prône cela? Il faut que chaque citoyen togolais puisse s'aligner. Et non s'aligner derrière les responsables des partis politiques qui sont dans une tourmente idéologique. C'est ça que nous devons aujourd'hui. Maintenant, quand nous parlons du peuple, il faudrait des stratégies bien mûries pour pouvoir faire comprendre à ce peuple que les élections qui se font au Togo, tant qu'il n'y aura pas les réformes institutionnelles et constitutionnelles, même si vous votez, tout le Togo se lève et vote à un candidat de l'opposition, vous allez être debout, ils vont faire tout le dépouillement devant vous, mais à la dernière minute, un groupe de l'armée de Yak Daheman, de Félix Katanga, de Titikina vont se lever et venir dire que ils vont commencer par tirer parmi vous et il y aura, les gens vont se disperser et puis ensuite les urnes seront transportées à la CENI et les résultats du
l'ordinateur de Gilbert Bahara, c'est les résultats qui seront proclamés. Donc, il faudrait que le peuple comprenne cela. Et quand nous comprenons cette stratégie, c'est en ce moment que nous devons avoir des stratégies contre les systèmes de la dictature et ses manifestations. Et c'est en ce moment que nous interpellons aujourd'hui la conscience collective de la diaspora, qui reste le dernier secours pour le peuple togolais en 2020 afin d'arrêter la dictature et ses manifestations au Togo. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'organiser. Il faut se débarrasser de tous nos égos. Prendre des gens qui peuvent parler au nom de la diaspora, entamer une décentralisation dans la sensibilisation pour que ce que nous avions débuté le 19 août dans la diaspora puisse continuer. Au lieu d'éparpiller nos énergies aujourd'hui derrière une farfelue représentation HCTE de Robert Toussaint. Je m'arrête là-bas puisque je ne veux pas monopoliser la parole. Merci beaucoup, Classio. Philippe, alors, vous avez aussi évoqué le peuple, que devant cette situation, il revient au peuple de prendre son destin en main, d'agir, etc. Est-ce que vous pouvez expliquer comment cela doit se faire? Ok, docteur, vous savez, j'ai évoqué également le peuple parce que un parti politique, à sa naissance, a vocation à conquérir et à exercer le pouvoir. Mais au Togo, Cassio vient de le dire, tous les organes au Togo, actuellement, qui constitutionnellement ou légalement participent à l'organisation des scrutins au Togo, sont aux mains d'un seul parti politique, c'est-à-dire le parti uni. Donc au Togo, les partis politiques qui aspirent à conquérir le pouvoir doivent savoir que la situation, la configuration dans laquelle nous sommes ne leur permettra jamais, au grand jamais, que ceux qui organisent les élections, proclament les résultats et valident les résultats, iront dire qu'ils ont échoué. Donc, à partir de ce moment-là, je pense et j'ai la conviction qu'il n'y a que le peuple qui soit. C'est à ce peuple-là de dire ce qu'il veut et ce qu'il attend des partis politiques, aussi bien des gouvernants que des partis de l'opposition. Et le peuple togolais, je disais que le peuple togolais doit s'inspirer de ce qui se passe ou s'est passé dans les autres pays d'Afrique. Vous savez, au Soudan, c'est seulement l'augmentation du prix du pain et le départ d'El-Béchir du pouvoir. Au Togo, certains nous qualifient même de peuple mouton. On augmente le prix du carburant, on ne dit rien. On augmente le prix de l'eau, on ne dit rien. On met une taxe sur les habitations, on ne dit rien. Mais ces gens-là qui nous martyrisent, et qu'à chaque fois nous leur tendons notre seconde joue. Mais ils vont qu'il n'y a pas d'infrastructure sanitaire au Togo. Et on augmente encore le tarif des soins de santé au Togo. Les amis, les Togolais, et je le disais hier, Blaise Compaoré l'a dit beaucoup plus tôt, un peuple qui ne s'indigne pas pour prendre son destin, on ne pas sur son
le Togolais en main afin de donner ce qui gêne son développement, ce qui gêne son aspiration. Le pouvoir revient au parti politique, qu'il soit de l'opposition ou qu'il soit du pouvoir gouvernant. Merci. Merci beaucoup. Je pense que ça s'annonce, les débats deviennent, les discussions deviennent de plus en plus intéressantes. À vous deux, vous vous êtes rejoints sur un point. Vous avez conclu que au Togo, à l'état actuel, des institutions qui sont là et de ceux-là qui les gèrent, on ne peut pas avoir une élection digne de ce nom, une élection fiable, une élection transparente au Togo. Donc, dire qu'il faut, n'est-ce pas, s'attendre, c'est pas à l'acceptation d'une défaite par le régime en place, c'est de se faire des illusions. Ça, c'est clair, je pense que en vous écoutant, ce que vous dites que le régime ne va jamais abandonner le pouvoir à travers les élections. Ça, c'est clair. Alors, oui, alors, si c'est le cas, parce qu'aujourd'hui au Togo, c'est comme s'il y a une tendance qui est claire, y compris moi-même ici qui vous parle, je suis du côté de ceux-là qui clament pas de non au 4e mandat d'effort. C'est-à-dire que mobiliser le peuple pour l'empêcher, même s'il en avait envie, d'y aller. Et il y a peut-être un groupe qui est minoritaire pour le moment, qui peut-être pense qu'il faut trouver des stratégies pour aller aux élections et pouvoir défendre ces trucs, comment on appelle ça, ces résultats. Même dans la même intervention que je vous ai présenté par rapport à Antoine Foli, il a dit qu'il faut chercher des délégués intègres pour pouvoir représenter l'opposition dans les bureaux de vote. Tout ça là, je pense que parti en brèche, c'est pas ce que vous venez de dire, parce que le RPT ne pourra jamais, ou bien n'acceptera jamais une défaite dans les urnes. Monsieur Kouyaté a présenté un scénario où les soldats viendront chasser les gens qui sont dans le bureau de vote et puis ils vont s'accaparer des urnes pour aller changer les résultats. Voilà. Si c'est le cas, mes deux invités, je voudrais aujourd'hui ici, parce que j'ai dit, à chaque fois que je vais inviter un Togolais qui lutte pour le changement aujourd'hui, je vais lui demander de regarder dans ma caméra ici et de dire au peuple togolais ce qu'il pense du 4e mandat d'effort. S'il dit non au 4e mandat d'effort, il n'a qu'à le dire ici qu'il s'oppose à ce 4e mandat et que le peuple l'entende clairement le dire. Pour qu'enfin, quand les autres viendront, ils vont aussi dire la même chose, ou bien ils n'ont qu'à publiquement nous dire là où ils se situent à partir d'aujourd'hui, parce que c'est très important pour le peuple. Alors, M. Krassio, par rapport à tout ce que nous avons dit, regardez dans ma caméra et dites au peuple togolais que vous vous opposez au 4e mandat d'effort et que vous vous battrez pour que le peuple puisse avoir son mot à dire. Même, mon cher collègue, avant d'en arriver au non 4e mandat d'effort, je voudrais expliquer quelque chose au peuple, à la diaspora. Vous savez, les gens, nous sommes nombreux dans la diaspora, les gens se réveillent le matin, vont au boulot et ils ne comprennent rien de la dictature. Les gens sont là qui pensent qu'avec de petites stratégies, on peut arriver à bout de ceux-là qui sont prêts à tuer pour le pouvoir. Vous voyez, c'est qu'il y a une incompréhension à ce niveau. Le RPT UNIR, comme l'a dit le conseiller de Fort Gnassingbé, on ne vous mettra pas le pouvoir sur un plateau d'or. Ça n'existera pas au Togo. Bon, maintenant, quand les gens parlent des délégués pour représenter dans les bureaux de vote et tout cela, alors que les réformes constitutionnelles et institutionnelles ne sont pas faites, que ces gens
me démontre par quel moyen, quand on vient dans le centre de Agoué, où on vote, et qu'on remet un pistolet à un milicien de tirer à l'air, est-ce qu'ils vont rester dans le bureau de vote? Que ce délégué-là me le dise. Puisque moi, je connais bien le RPT Unir, je sais comment ils veulent coûte que coûte garder la dictature au Togo. Que la personne qui parle des délégués dans le bureau de vote me dise qu'à Dapaon, on voit que le RPT Unir est en train de perdre les élections et qu'on a organisé un groupe de jeunes de venir s'introduire là-bas et puis ensuite commencer par se bosser entre eux pour pouvoir créer la zizanie afin que la gendarmerie, la police arrive ramasser les urnes, que cette personne qui parle de délégués dans les bureaux de vote me dise ce qu'ils vont faire pour arrêter la gendarmerie en ce moment de ramasser les bureaux de vote, les urnes. Vous savez, nous rêvons tout au Togo. Vous savez pourquoi les gens tiennent coûte que coûte à la candidature de Faure au lieu de choisir n'importe qui au niveau de RPT Uni, de postuler à la place de Faure afin que nous puissions avoir un petit apaisement, afin que nous puissions réduire ce qu'on appelle la gourmandise d'État. C'est parce que aucun au niveau de RPT ne veut pas se battre ou tuer pour quelqu'un qui ne leur donne pas de l'argent. C'est Faure qui est le riche, c'est le fort qui est le fort, qui a la fortune et qui donne de l'argent. Donc, je peux me battre pour Faure. C'est pourquoi tout le monde cherche la candidature de Faure. Le jour où Faure va dire publiquement qu'il ne va pas se présenter aux élections présidentielles, vous verrez que le RPT Unir va se casser. Parce que aucune personne au RPT Unir ne s'aime. Ils ne s'aiment pas mutuellement entre eux. Personne ne veut que l'autre aille à la présidentielle. Donc, c'est pour cela que tout le monde tourne autour de Faure. Parce que l'héritier a de l'argent et tout le monde veut manger. On veut nous mettre dans tout cela. Que, le gars a de l'argent, allons-y, on va le tromper chaque jour. Et puis ensuite, nous, toi aussi, tu prends pour toi pour pouvoir faire ta vie. Non, je suis intègre. J'ai le cerveau. Moi, j'ai fréquenté. Je peux gagner avec mes papiers aux États-Unis et partout dans le monde. Je ne le ferai pas. C'est pour vous dire tout simplement que Cassio, là où je suis, même si en 2020, il faut prendre quoi que ce soit contre Faure Gnassingbé pour son 4e mandat, je dis non au 4e mandat de Faure. Je m'arrête là. Merci beaucoup pour c'est pas votre réponse qui est sans équivoque. Elle sent l'ambivalence aussi. Monsieur Philippe, vous avez entendu ma question. Vous avez tous, c'est pas conclu que les élections dans les conditions actuelles, dans les conditions qui sont présentes actuelles, l'élection ne va rien régler au Togo et le RPT ne pourra jamais ou n'acceptera jamais. C'est pas sa défaite. Alors, nous avons parlé, donc nous avons dit que deux tendances se dégagent au Togo. Mais la tendance qui crie le plus fort, c'est la tendance non 4e mandat de Faure. C'est cette tendance-là que moi aussi je partage et je pousse. Je suis du côté de cette tendance. Et j'ai dit que désormais, au cours de mon émission, je vais demander à mes auditeurs, puisque ne vient pas ici qui veut, mais qui est acquis au changement. Donc, étant donné que vous êtes déjà sur ce plateau, c'est que le monde entier sait que vous vous battez déjà pour l'alternance. Alors, pour pouvoir confirmer cela, je veux que vous preniez la parole aujourd'hui ici devant tout le monde pour dire clairement que vous dites non au 4e mandat de Faure et vous donnez vos raisons. Merci. Ok, docteur. La main sur le cœur. La main sur le cœur. Je dis bien non au 4e mandat.
pour 4 principales raisons. La première raison, Faure lui-même, au début de son mandat, a laissé entendre que leur feu Gnassingbé de ne jamais partir du pouvoir, de ne jamais laisser le pouvoir lui échapper. Donc, il est dans la posture de quelqu'un qui est prêt à tuer et à tuer encore, à tout faire pour ne pas partir du pouvoir. Donc, ce n'est pas un candidat à accepter. C'est quelqu'un qui est prêt à toujours tricher pour se maintenir au pouvoir. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est prêt à confisquer le pouvoir, alors que le pouvoir appartient au peuple. Première raison. Deuxième raison, comment pouvez-vous comprendre que quelqu'un, après 3 mandats de 5 ans, c'est-à-dire après 15 ans, ait amené son pays au Je disais, comment peut-on expliquer que quelqu'un, après 15 ans, ait conduit son pays au bord du gouffre et qu'au bord de ce gouffre, propose encore aux gens qu'il prétend diriger de le laisser continuer? C'est dans le gouffre qui va nous amener où? Donc moi je dis, après 3 ans après 3 mandats, après 15 ans de gouvernance catastrophique et désastreuse, Faure doit se rendre à l'évidence. C'est-à-dire, le bilan est tellement médiocre, le bilan est tellement mauvais qu'il ne peut plus prétendre conduire la destinée de ce pays. Il doit dégager. Faure doit partir pour laisser un autre fils de ce pays-là faire l'exercice du pouvoir, aussi essayer de redresser la barre. Regardez, en plus, Faure a la mémoire courte. Les Togolais sont très, très indulgents. En 2005, en avril, les rapports de l'ONU sont toujours là. Entre 500 personnes tuées. On est parti organiser accord politique global. Faure a fait profil bas et a promis de faire des réformes. Quel est le Togolais qui a vu des réformes se faire au Togo? Faure, il se croit plus malin que les autres. Il va aux accords, il signe, sachant pertinemment qu'il ne va pas les respecter. Je crois que Faure doit tirer les conséquences de son insolvabilité. C'est quelqu'un qui ne sait pas prendre des engagements et les respecter. Donc, Faure ne peut plus prétendre à un 4e mandat au Togo. Dernière chose, Faure a promis aux gens que son 3e mandat sera mis sous le signe de mandat social. Oh, Togolais, un mandat social au cours duquel tu inventes la taxe sur l'habitation, tu augmentes le prix de l'eau, tu augmentes le prix de l'électricité. Sincèrement, sauf à être bêtes ou des moutons, les Togolais vont accepter encore un 4e mandat de cet individu qui a conduit le pays dans la misère et qui veut maintenir le pays dans la misère. Donc je dis et je redis, tous les signaux, tous les résultats plaident contre l'arrêt immédiat de la gouvernance de Faure. Faure est le pire des présidents que le Togo n'ait jamais connu. Et j'espère que le Togo n'aura plus personne, plus aucun dirigeant qui va faire cela contre son peuple. Lorsqu'on aime son peuple, on travaille au bonheur de ce peuple. Faure s'en fout éperdument du bonheur du peuple togolais. Tout ce qui importe pour lui, c'est de corrompre les gens, c'est de continuer à se sucrer sur le dos du peuple. Et je crois qu'il est temps que ce peuple que nous appelons à se révolter, ce peuple que nous appelons à s'indigner, dise stop à Faure. Merci.
Merci beaucoup, monsieur Philippe. Ma question qui va suivre est tirée de vos réponses parce que c'est ce que nous faisons ici. Vous me donnez une réponse, je prends votre réponse et je trouve une question dans votre réponse. Alors, ma troisième question, et qui de loin peut-être est la plus importante, est que, c'est-à-dire que dans notre situation au Togo, ce n'est pas que, ce ne sont pas seulement les sycophants, les flagonneurs autour du régime que M. Klako a dénoncé tout à l'heure. Ce ne sont pas eux seulement qui favorisent, n'est-ce pas, cette candidature, ou bien qui sont en train de favoriser cette candidature de Faure en 2004. Mais je pense qu'au niveau, au sein des forces du changement, c'est comme s'il y a aussi des gens qui, de façon tacite, involontaire, encouragent cette candidature. Je m'explique. Il y a des presses maintenant qui publient les photos des possibles candidats de certains leaders de l'opposition. Aujourd'hui, j'en ai compté 7. Ils prétendent des candidatures contre Faure. Alors, ces leaders-là, pendant que nous ici, nous parlons de nos 4 mandats de Faure, eux, ils s'apprêtent à aller aux élections avec ce même individu. Moi, je pense que nous tous, y compris vous, nous devons aussi avoir un mot à dire à ces camarades de lutte qui sont en train involontairement d'encourager la candidature de Faure. Parce que du moment où ils sont en train de déclarer leur candidature, c'est que les conditions pour eux sont réunies pour pouvoir aller aux élections avec Faure Gnassingbé. Sachant eux-mêmes que dans ces conditions, il n'y a pas match. Alors, que pensez-vous que nous, qui nous battons nuit et jour pour que le peuple togolais retrouve sa liberté, qu'est-ce que nous devons dire? Qu'est-ce que nous devons faire à l'endroit de ces camarades qui sont en train de penser à se positionner comme candidats dans ces conditions-là? Quel mot avez-vous à leur endroit, s'il vous plaît? Parce que l'heure de la vérité, chez nous, on dit, le jour de l'accouchement, il n'y a pas de honte. Alors, dites-moi ce que vous pensez qu'on puisse dire et faire à ses amis pour qu'ils ne puissent pas aider involontairement la candidature de Faure. Ok, docteur, cher ami, comme je le disais tantôt, le problème du Togo doit être pris avec beaucoup plus de tactique. Aujourd'hui, nous sommes dans une dictature. Et la dictature nous impose tout ce que nous devons faire. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Maintenant, dans l'esprit de nous tous, nous devons savoir ce que nous sommes en train de faire. Si on prépare les élections, on annonce les élections, si l'opposition veut participer à cette élection, rentrer dans les démarches de cette élection, nous devons nous attendre sur certains principes. Et ces principes-là doivent être clairs entre eux-mêmes. Aujourd'hui, Faure Gnassingbé a jusqu'en avril pour pouvoir dire que je vais participer aux élections ou ne pas participer aux élections. On a jusqu'en avril. Bon, maintenant, avant en avril, les Togolais doivent retourner à la base de départ pour réclamer ce qu'on appelle la transparence des élections. C'est le point numéro 1. C'est là où nous devons être aujourd'hui. La transparence des élections, les réformes institutionnelles et constitutionnelles, puisque la Cour constitutionnelle qui existe aujourd'hui, lorsque le RPT UNIR va commencer par perdre des élections à certains niveaux et qu'on organise les jeunes pour pouvoir créer des ISANI et l'armée vient ramasser tout pour pouvoir annuler ça, là, c'est Faure ou bien le candidat de RPT UNIR qui va sortir. Donc, je suis dans ce principe. Oui,
nous pouvons commencer par préparer les élections. Dans quel sens? Dans le seul sens avec une candidature unique ou une candidature multiple limitée, c'est-à-dire l'opposition doit être aujourd'hui en rang. Et puis ensuite dire à l'opinion internationale que nous ne refusons pas les élections. Nous sommes prêts pour aller aux élections, mais il y a des conditions. Maintenant, au sein de cette même opposition, avec une voie d'unicité d'action, la gourmandise de Faure doit arrêter. C'est-à-dire, nous ne voulons pas voir la candidature de Faure. Et nous exigeons la transparence des élections. Nous devons aller avec des tactiques pour pouvoir finir avec la dictature en 2020. Vous savez, le MPT Unir sait comment nous prendre au vol au dernier moment. On peut ne pas préparer, on peut ne rien préparer, et au dernier moment, en avril, Faure va dire au peuple que, compte tenu de la voix du peuple, ou bien je suis fatigué du pouvoir, c'est aussi possible. Mais moi, je ne crois pas. Parce que le gars est un gourmand du pouvoir. Je ne crois pas à force de renoncer à sa candidature en avril. Donc, l'opposition togolaise et le peuple doivent rester dans cette lignée. Ok, maintenant, quand Faure renonce sa candidature, est-ce que nous avons la transparence des élections? Non. Est-ce que nous avons les réformes institutionnelles? Non. Nous avons la Cour constitutionnelle? Non. Donc, nous allons aller aux élections comme les législatives et les locales. Quel résultat va sortir? Ce ne sera que le chaos. Et c'est en ce moment qu'il faut frapper fort pour que Faure quitte le pouvoir. Et quand on frappe fort, l'opinion internationale est obligée d'intervenir si l'ONU veut prendre les élections au Togo et organiser pour la première fois pour que nous puissions tous participer, pour qu'il y ait le résultat des urnes. Nous irons au moment venu à l'ONU pour lui dire que c'est ce que nous voulons. Je cite Guillaume Soro. Quand j'ai pris les armes, quand ils m'ont invité, j'étais devant un groupe de présidents que je n'ai jamais vu. Mais quand ils m'ont posé la question, qu'est-ce que je veux? En ce moment, j'étais très jeune. C'est Guillaume Soro qui le dit. J'étais très jeune. Et j'étais en face du président de Congo-Brazzaville. J'ai eu le courage de dire ce que je veux. Et c'est pourquoi la Côte d'Ivoire s'est libérée à un moment. Aujourd'hui, il regrette qu'il a fait le mauvais choix de remettre le pouvoir à Ouattara. Le Togo aussi peut le faire et remettre le pouvoir à qui de droit et au normal pour que nous puissions désormais évoluer au Togo. C'est le peuple qui doit décider. C'est la diaspora qui doit décider. Je ne dis pas aux Togolais de prendre les armes. Je ne dis pas ça. Si on veut prendre les armes, ce ne sont pas les Togolais qui vont prendre les armes. Ce sont les gens qui vont prendre les armes. Mais je ne dis pas que nous devons encourager la prise des armes. Si les armes que les conseillers de Faure demandent à l'opposition de prendre, si les armes vont crépiter au Togo, ce n'est pas sur les antennes que ça va se dire. Peut-être ça va se dire autrement. Mais ce que nous disons au peuple est que le peuple doit arracher sa propre liberté en restant debout contre la non-transparence des élections et contre la dictature de Faure, la gourmandise de Faure de se présenter encore pour le 4e mandat. C'est Faure même qui a dit au monde entier que 2 ou 3 mandats suffisent pour un président de faire ce qu'il peut. Et maintenant, Faure doit comprendre que son mandat complément que lui a donné Robert Doucet est fini. Nous n'allons plus permettre un 4e mandat au Togo. Ce qui va se passer, se passera. Merci. Oui, monsieur Classio, merci beaucoup. J'espère que quand il a dit il faut frapper fort pour que Faure parte,
Tu parlais de fort F-O-R-T et non fort A-I-R-E. Merci. Alors, monsieur Philippe. Oui, alors, oui, alors? Tout à fait. Vous, docteur, oui. Vous nous demandez de savoir s'il y a de bonnes raisons qui pourraient expliquer la volonté de certains partis politiques. Moi, personnellement, je ne trouve aucune bonne raison là-bas. Je vous demande, qu'est-ce que nous pouvons leur dire pour les amener à comprendre que ces candidatures qui se pointent là sont en train d'encourager de façon involontaire la candidature de Faure. Parce que, au lieu de reprendre à l'unisson, qu'ils ne veulent pas entendre de ça, de candidature, et ils veulent parler de leur candidature. Ça veut dire qu'ils acceptent la possibilité de la candidature de Faure déjà. Nous, on veut exclure cette possibilité. Et comme l'a dit Crassio, il faut mettre tout à plat. Parce que la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, la commission électorale, toutes ces institutions-là qui sont chargées de mener à bien les élections sont déjà des constitutions pourries. Elles ne pourront pas dire le vrai. C'est pourquoi nous disons que lorsque dans ces conditions, on accepte même le fait qu'on se déclare candidat, c'est que on est en train d'aider le régime. Alors nous disons que qu'est-ce qu'il faut dire à nos frères là pour qu'ils comprennent que ce n'est pas encore le moment de déclarer ces candidatures-là. Il faut attendre. Il faut qu'on puisse atteindre le premier objectif d'abord. Celui-là, de faire, d'écarter Faure Karma et d'obtenir des réformes avant que chacun ne puisse se prononcer. Donc, ouais. Allô? Oui, allez-y. Donc, je disais que la question était bien comprise. Je me permettais seulement de la rappeler aux auditeurs. Vous savez, il y a une très bonne raison. Parmi les raisons, il y a une très bonne que j'aimerais évoquer ici. Vous savez, c'est des bouches même de Antoine Folly, il y a quelques semaines, sur une radio à Lomé, Antoine Folly déclarait au lendemain des élections municipales que la division de l'opposition des compétitions électorales. Entre le 30 juin, où les élections municipales ont eu lieu, et le mois d'avril 2020, où les élections présidentielles sont prévues de tenir. S'il n'y a pas d'autres changements, aussi bien, comme Crassio l'a dit, au niveau des garanties de transparence et de vérité des urnes, et au niveau de l'unicité d'action et la convergence d'action de l'opposition, il n'y a aucune bonne raison que le peuple soit encore mobilisé pour aller se faire massacrer, pour aller se faire violenter. Donc pour moi, ça possède même, le raisonnement que nous tenons ici, possède du bon sens. Ce n'est que du bon sens. J'aimerais rappeler, aujourd'hui au Togo, tout le monde sait que il y a 3 grandes formations politiques de la vraie opposition qui se partagent ou bien qui ont du poids, qui sont incontournables. Je ne dis pas que les autres partis, les autres formations politiques n'ont pas leur raison d'être. Mais il faut reconnaître que le PNP, l'ANC et le regroupement du nom de la C14 sont les 3 formations politiques qui associées impérativement
Même si nous devrons obtenir les garanties de vérité et de transparence des urnes, ces trois partis doivent pouvoir dégager, comme l'a dit tout à l'heure Classio, un candidat unique, un candidat consensuel, parce que nous connaissons le régime. Nous savons que le régime utilise des moyens d'État pour tricher à grande échelle. Si ces trois formations-là, avec les moyens humains qu'ils ont, mais des moyens financiers réduits, ne s'organisent pas, ne mutualisent pas leurs efforts et ressources, nous risquons encore d'avoir les mêmes résultats. Donc, moi, je dis ceci. Si nous n'avons pas les réformes nécessaires pour garantir la vérité des urnes, en 2020, il n'est pas malin, il n'y a aucune raison que l'opposition se présente aux élections contre Faure. Mais si nous avons ces garanties-là, il y a encore une condition sine qua non. C'est laquelle? C'est que nous puissions tous nous aligner, nous mettre derrière un candidat désigné par la classe politique de l'opposition. Et je mets dans cette classe politique en tête les trois grandes formations que je viens de citer, le PNP, l'ANC et la C14. Et il ne faut pas oublier, je pèse mes mots, il ne faut pas oublier d'associer tous les autres partis de l'opposition qui sont acquises à l'alternance politique. On l'oublie trop souvent de le dire. Vous savez, dans la vie, il est beaucoup mieux d'avoir des gens à côté de soi que de les avoir contre soi. Faisons en sorte que ces partis politiques qui ont une dizaine, une trentaine, une centaine, quelques milliers de sympathisants apportent leur voix au changement et que ces partis-là ne se sentent pas crispés ou rejetés pour aller faire campagne contre le candidat consensuel de l'opposition. Et je pense que c'est à cette unique condition qu'on pourrait envisager une victoire en 2020. Si ces conditions ne sont pas réunies, je préconise que l'opposition laisse Faure tout seul monter sur le ring et se bagarre avec le vent. Vous savez, et j'en termine par là, j'ai été surpris il y a une semaine d'attendre un journaliste proche du Parti uni commencer à raconter, vous savez, on est à 8 mois des élections, il faut que les partis de l'opposition se relèvent de leur chaos et pour qu'ils viennent remonter sur le ring pour aller aux élections présidentielles. Ouais. Vous savez, alors, le régime a peur parce que tout l'univers entier va le voir. Donc je dis ceci, si les conditions ne sont pas réunies, laissons Faure seul faire son one-man show pour qu'il se fasse élire à la russe à 99,50% des voix exprimées et qu'il continue à régner comme il est en train de le faire. Dieu voulant, comme son papa, et le peuple lui réglera son compte. Merci. Merci beaucoup. Alors, c'est clair que tout le monde s'accorde à dire que nous avons un seul obstacle d'abord. D'abord, pour arriver à ces réformes-là, il faudrait que l'obstacle soit levé. Et cet obstacle, c'est Faure Gnassingbé. C'est-à-dire que aussi longtemps que sa candidature, c'est pas la problématique de sa candidature n'est pas réglée, quelles que soient les réformes que vous allez faire au Togo, comme vous l'avez tous dit, Faure Gnassingbé n'ira pas aux élections pour les perdre. S'il veut y aller, il ne va pas là-bas pour les perdre et il trouvera toujours des moyens pour contourner, pour pouvoir se maintenir. Je vais vous livrer un secret qui est devenu un secret de polichinelle d'ailleurs. Aux élections locales, vers le nord, quelque part là-bas, un candidat de l'opposition est allé surprendre un chef canton à la veille des élections en train de voter. Voter plusieurs bulletins, c'est-à-dire qu'il vote et puis il classe ça quoi. Ces mains étaient tentés d'encre partout, même ses habits. Et il a confronté le chef ne savait que dire. Donc c'est pour vous dire que ces gens-là,
Si les gens ont pu se rabaisser pour des élections locales dont les conseillers ne seront même pas rémunérés pour le travail des volontaires qu'ils vont faire, moi je vais vous dire que il faut se battre d'abord pour obtenir ou bien lever cet obstacle-là. Maintenant, nous allons parler des autres options. C'est à ce seul prix-là qu'on pourra espérer l'alternance au Togo. Alors, je reviens pour dire que... Oui, allez-y, Crassio. Professeur, je vais vous dire une chose, Oui. et que je voudrais que nos chers leaders comprennent ce qu'on appelle les élections au Togo. Je pense bien que, surtout, certains partis politiques au Togo ne comprennent pas encore l'organisation des élections au Togo par le RPT uni. Et les gens trompent le peuple. Et les gens s'aventurent dans des choses qu'ils ne connaissent pas. Moi, j'ai fait la préfecture de Zion. Je suis même un enfant d'un préfet. Je peux vous le dire. Les élections se font dans les chambres. Je vais dire la vérité au peuple aujourd'hui. Je suis des amis, des gens, des jeunes qui soutiennent le RPT uni, le RPT autant dans le Zion. Les régions, tu dois amener des urnes avec des bulletins d'un certain nombre pour que tu puisses garder ton poste. Et c'était dans la préfecture de Zion. Et je vous dis que les chefs de village, le maire, tous, les élections se font dans leur maison. Quelle élection se fait au Togo de cette manière? J'ai aujourd'hui des preuves que je peux encore dire et dire à l'opinion internationale. Je ne dis pas mes choses pour rien. Tout dernièrement, aux élections locales, je disais aux leaders, tant que vous n'avez pas le nombre, d'abord vous n'avez même pas les moyens financiers adéquats pour pouvoir couvrir le territoire togolais, vous n'avez pas les ressources humaines disponibles dans un parti seul pour pouvoir couvrir le territoire togolais, vous n'avez pas les dispositifs pour contrôler à quel moment les urnes vides arrivent et sortent. Vous n'avez pas les éléments pour pouvoir vérifier combien d'urnes dupliquées sont là sur le territoire togolais. Vous vous contentez d'aller prendre les chiffres de ce tableau-là pour dire que vous voulez gagner les élections, vous vous trompez devant le RPT uni. Nous sommes aujourd'hui debout contre la dictature et ses manifestations et nous savons ce que nous sommes en train de dire. Les opposants togolais, je dirais certains opposants togolais savent ce qu'ils sont en train de faire. Je ne vais pas mâcher mes mots parce qu'ils connaissent la réalité. Ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas gagner les élections au Togo sans qu'il n'y ait pas les réformes institutionnelles et constitutionnelles. Ils savent très bien. Pourquoi ils vont? Parce que l'argent est placé. C'est Robert Doucet qui nous a demandé dans ce pays de convaincre la diaspora. Et certaines personnes sont aujourd'hui tombées dedans. Je parle de mon ami de Greensboro qui est aujourd'hui au Togo et qui veut devenir président. À part quelle magie ce mec peut devenir président au Togo? Moi, je mesure mes propos et je sais ce que je cherche pour mon peuple. Nous voulons faire les élections. Je veux que Gilbert Bara affronte mon candidat aux élections présidentielles et que les choses soient claires et nettes pour que nous puissions dire qu'on a, par exemple, un président élu par le peuple et non les présidents dont les urnes sont déjà remplies et que les procès-verbaux sont déjà signés avec des signatures falsifiées et qui sont déjà quelque part qu'on introduit dans les ordinateurs et on viendra dire nous allons frapper fort pour que l'ONU puisse comprendre que les Togolais veulent se libérer et que les élections ne sont pas le problème. Nous allons frapper désormais très fort
plus que le 19 août, pour que la France puisse comprendre que les élections qui se font en France, aux États-Unis, ne sont pas les mêmes au Togo. Et nous allons parler aux leaders conscients d'être devant pour réclamer la transparence des élections et la non-candidature de Faure, parce que nous n'allons plus accepter la gourmandise électorale, la gourmandise d'État au Togo en 2020. Je veux que le peuple, la jeunesse, quand Klacio le dit, Klacio peut-être seul ne peut pas le faire, mais nous demandons au peuple et la jeunesse de comprendre ce qui se passe. Nous ne pouvons pas finir avec la dictature dans les élections sans qu'il n'y ait pas des réformes institutionnelles et constitutionnelles et que ce qu'on écrit sur les tableaux rentre effectivement dans la comptabilité des choses. Nous devons avoir les résultats de tous les cœurs du Togo et savoir que ces résultats viennent effectivement des bureaux de vote. Vous savez, le RPT Uni, moi, un ami de RPT Uni m'a dit, est-ce que Jean-Pierre Fabre, par exemple, peut avoir tous les résultats du Togo? Non. Là où vous ne couvrez pas, nous allons remplir, nous allons dire qu'il y a plus de 3 millions de personnes là-bas. Qu'est-ce que vous allez dire? Est-ce qu'au moment où on proclame les résultats, est-ce que la CENI va décréter pour qu'on puisse aller compter la population dans ce milieu d'abord avant de revenir continuer? Non. Le RPT Unir sait ce qu'il est en train de faire. Là où vous ne couvrez pas, ils remplissent très bien et parce que c'est le nombre total de voix qui compte. Oh, Djibert Bara venait de le dire tout dernièrement à ceux qui criaient que le 5% ne peut pas élire un président ou bien ne peut pas élire un candidat. Notre régime au Togo, c'est le nombre de voix supérieur qui compte. Même le pourcentage peut être à 2%. C'est ça qui va élire. Et vous allez à ces élections pour avoir quel résultat. Les leaders savent ce qu'ils sont en train de faire. C'est moi, Klacio, qui le dis. Je m'arrête là-bas. Merci beaucoup, M. Klacio, pour cette clarification, cet ajout qui nous a plus éclairé. Et maintenant, nous tirons vers la fin de notre émission. Je ne vais pas, m'empêcher de poser cette question à M. Philippe Amediodi et peut-être Klacio pourra aussi répondre à la même question. M. Philippe, depuis ce matin, je me suis réveillé avec une déclaration venant de vous qui circule comme quoi vous appelez et à ce que les gens fassent tout pour empêcher les élections au sein du HCTE, au sein de la diaspora, parce que il y a beaucoup d'irrégularités, il y a beaucoup d'anomalies, tout ça là. Est-ce que vous pouvez éclairer un peu le peuple par rapport à votre rejet de ce processus que tout le monde considère comme déjà vicié? Docteur, la transition est bien faite. Vous savez ce que le régime fait justement sur le territoire national, c'est ce qu'il est en train de chercher à exporter dans la diaspora. On ne peut pas être d'accord avec ça. Vous savez, des gens de la diaspora, nos frères, nos amis, qui n'ont même pas lu ce dont il s'agit, qui ne savent pas ce que c'est que le Haut Conseil des Togolais à l'extérieur de Doucet et qui s'inscrivent. C'est pas bon. C'est pas bon. Moi, je le dis et je le redis. Le Togolais consciencieux qui a pris la peine de lire et le site officiel de ce machin bidule de Doucet est toujours actif. Tout Togolais consciencieux, sachant lire, qui prend le temps, ça coûte 15 à 20 minutes, de lire ce que Doucet propose, se désengage automatiquement. C'est du n'importe quoi. Et Doucet le sait. Parfois, on se demande comment un professeur d'université peut être tombé aussi bas. C'est vraiment, c'est mal cousu. Ça ne tient à rien. Donc, je dis et je redis. Et pire encore, il se permet d'utiliser la nouvelle technologie, c'est-à-dire le vote électronique. C'est même la suite. C'est un vol. C'est de vol électronique qu'ils sont en train de faire.
Comment pouvez-vous imaginer hein, et après ne le respecte pas? Aujourd'hui, Doucet crie qu'il y a 500 Togolais de la diaspora qui se sont inscrits. Allez voir ces 500-là. Qui les connaît dans la diaspora? Nous parlons des gens qui pourront représenter la diaspora. Là, on va prendre des gens qui ont envie que le gouvernement togolais, avec l'argent du contribuable togolais, leur paye des billets pour aller au Togo, pour aller prendre une coupe de champagne avec Faure ou avec Doucet. Où est-ce qu'on peut accepter ça? C'est ça que Doucet appelle un organe d'utilité publique, que Doucet nous l'explique. Donc, si des Togolais suffisamment cupides ou suffisamment complices qu'on ne connaissait pas avant ont envie d'accompagner le régime parce qu'ils sont fatigués de vivre à l'extérieur du Togo, c'est leur problème qu'ils aillent. Mais que ces gens-là sachent que le sang versé par les Togolais, par le fait de ce régime-là, ce sang-là va crier après eux. Et je pèse mes mots. Ça sera de la complicité, non pas passive, mais de la complicité active, avec et de l'intelligence avec ce régime, avec la dictature qui tue, qui pille, qui cherche à affamer nos populations. Et j'espère que ceux qui sont en train de faire cela, ceux qui ne vont pas se retirer et qui vont aller au terme de ce processus-là, j'espère qu'ils ont encore leurs parents au Togo qui souffrent également de cette dictature et que ces parents-là vont leur dire « Mon fils, mon frère, mon ami, ne faites pas ça. C'est la pire des choses qui puissent arriver à la dictature que vous êtes, qui puisse arriver à la diaspora que vous êtes en train de faire. » Et pour conclure, docteur, j'aimerais dire ceci. Vous savez, et je ne fais pas, c'est pas pour faire de la promotion. Bien avant que Doucet ne lance son machin de Haut Conseil des Togolais de la diaspora, et Classio, je prends Classio à témoin, nous avions pensé qu'il était temps que la diaspora togolaise s'organise. Et nous avons lancé une initiative. Je ne donne pas le nom de l'initiative parce que ce n'est pas le lieu d'en faire sa promotion. Donc c'est pour dire, et même des gens désolé pour la connexion. Ceux qui accusent la diaspora de n'avoir rien fait et d'avoir laissé le champ libre à Doucet ne sont pas très bien au courant de ce qui s'est passé. Nous nous organisons. Nous nous organisons et très bientôt, très prochainement, et la diaspora saura que des gens parmi eux, que des gens parmi cette diaspora se sont organisés pour ne pas laisser Doucet mener en bateau la diaspora. Nous allons en place d'appeler le collège des représentants de la diaspora pour faire qu'il soit mieux ce que Doucet essaie de faire et qui ne peut pas réussir parce que ce qu'il va mettre en place, s'il ne renonce pas à la mise en place de son Haut Conseil des Togolais de la diaspora qui est voué à l'échec, nous lui montrerons que la diaspora sait s'organiser et que la diaspora va s'organiser pour combattre ces gens-là. Vous savez, qu'est-ce que Doucet cherche? Doucet cherche seulement dans la diaspora des gens qui pourront organiser des comités d'accueil, qui pourront servir de comité d'accueil de Faure lorsque Faure sera en déplacement. Si les Togolais de la diaspora pensent que c'est leur rôle d'aller expliquer à leur pays, d'aller expliquer aux autorités de leur pays d'accueil que les augmentations du prix du carburant, que les augmentations du prix de l'université, que l'augmentation, que les taxes sur l'habitation, que les en l'espace de 2 mois du permis de conduire pour les conducteurs de Merci.
Merci beaucoup, Monsieur Philippe, pour cette réponse on ne peut plus claire. Oui, Monsieur Crassio, allez-y par rapport au HCTE et son rejet total par la diaspora. Vous savez, je connais bien Robert Doucet. Il est le plus criminel des ministres de Fort-Nigeria. C'est fort, hein? Parce que quand quelqu'un se dit humble devant Dieu et pose des actes indescriptibles, cette personne peut tuer même son oncle pour pouvoir prendre un poste auprès des dictatures. Je mesure bien mes mots. Robert Doucet ne peut pas contourner la diaspora. Oublions cela. À moins que moi, Classio, je suis mort demain. Puisqu'on se connaît. Ceux qui veulent avoir la facilité d'argent n'ont qu'à continuer leur chemin. On verra qui va rattraper qui. Parce que je parle avec conviction. Si on cherche des comités d'accueil pour leur pouvoir dans la diaspora, j'informe Robert Doucet à partir d'aujourd'hui que nous aurons désormais des comités qui vont même plus les accueillir. Ce ne sera plus comme avant. Ça va être autrement. Donc, ils n'ont qu'à préparer bien leur comité d'accueil. Et on verra bien. Secondo, le collège des représentants de la diaspora donnera l'espoir à la diaspora. Et je voudrais demander à tous les membres de la diaspora que nous devons nous débarrasser de nos égos. Nous devons laisser nos portefeuilles de créateurs d'associations, de mouvements qui ne serviront à rien. Tout ce que nous avons besoin aujourd'hui, c'est le patriotisme d'abord pour la fin de la dictature et ses manifestations. Et sur ce chemin, nous avons besoin quand même d'être humbles devant les gens. Nous ferons le plus possible pour qu'il y ait un collège des représentants de la diaspora qui va faire face à ce que Robert Doucet est en train de faire comme 77 délégués de la diaspora. Et puis ensuite, nous verrons ce que ça peut donner. On nous amène dans une élection des délégués de la diaspora sans publier ceux qui vont voter pour les 77. Est-ce que vous pensez que ça, c'est une nomination ou bien une élection? Moi, en tout cas, j'attends celui-là qui est délégué de la diaspora de venir chez moi au niveau de la diaspora États-Unis pour pouvoir me dire quelque chose sur leurs institutions. Le Togo m'appartient et appartient aussi à Fort. Je prendrai ma part. Je prendrai ma part au moment venu. C'est ce qu'il faut qu'ils comprennent à partir d'aujourd'hui. Nous lançons un appel solennel à la diaspora que c'est à nous d'aider les peuples togolais qui souffrent. C'est nous. Si Dieu t'a aidé à changer de pays, le Togo, à venir aux États-Unis ou en Europe, même si tu n'as pas de papier, même si tu souffres, même si tu fais tout, tu es béni par Dieu. Et ta contribution est vraiment importante pour pouvoir soulager ceux-là qui sont au pays et libérer notre pays. C'est le message que je veux adresser à la diaspora togolaise tout entière. Nous laissons nos blablabla. Il y a des gens qui sont parmi nous, qui créent des informations sur des gens pour pouvoir juste semer la zizanie. Ils sont des acteurs de la zizanie du RPT Unir. Donc, si quelqu'un te dit quelque chose, dis, ok, je connais la personne, nous allons vérifier ensemble. Vous allez voir que vous allez connaître les gens de RPT Unir tous parmi nous. Réunissons-nous, allons vers ce qu'on appelle une unicité d'action avec un mixage
des personnalités qui peuvent parler en notre nom et les responsables de ces nombreux mouvements qui travaillent au niveau de la diaspora. Et nous tous, nous travaillons ensemble dans des commissions pour pouvoir lutter contre la dictature et ses manifestations. Si nous ne le faisons pas aujourd'hui, l'histoire va nous demander. Et c'est à nous de nous répondre à la question de l'histoire. Je m'arrête là-bas. Merci beaucoup. Je pense que nous tirons vers la fin de notre émission. Oui, le HCTE, vraiment un machin, comme on l'avait dit, un machin qui est chargé de recruter les ailes marchandes du RPT au sein de la diaspora. C'est-à-dire que tout le monde s'accorde dans la diaspora, en tout cas la majorité, à croire qu'au fait, les gens là sont à la recherche des ailes, des gens qui vont gérer les ailes marchandes du RPT dans la diaspora. Parce que ces gens-là, ils ont toujours la nostalgie du communisme qui avait régné au Togo dans les années 80, où on chantait, on dansait au nom du timonier national. Donc, ils veulent phagocyter la diaspora pour pouvoir continuer. Alors, ce que je vais dire aujourd'hui, tout simplement, je dirais honte à Robert Doucet qui ne fait pas usage de sa capacité intellectuelle qui devait quand même servir le bien, mais il a mis au service du mal. Honte à lui. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je vais renouveler mes remerciements à l'endroit de mes invités qui ont été, c'est pas à la hauteur de nos attentes. Je vais les inviter d'ailleurs à dire leurs derniers mots juste dans une minute. Alors, Monsieur Malik, merci aussi pour le travail. Alors, Monsieur Classio, votre dernier mot, vous avez une minute pour le dire. Mon dernier mot, c'est de demander au peuple de ne pas cesser de prier. Et dans la prière, il faut toujours, de ta conscience, savoir ce que tu es en train de chercher pour ton peuple. Le peuple que Faure Gnassingbé et son papa ont dirigé pendant plus de 54 ans ne dessine en aucun cas l'avenir de toi sur le territoire togolais, ni peut-être de certains de la diaspora. Il faudrait que nous nous levons tous. Ceux qui sont bénis, ceux qui sont debout, ceux qui ont des voix auprès des grandes personnalités, de continuer toujours par expliquer ce qui se passe au Togo et que nous tous, nous disons non au 4e mandat de Faure et nous disons non à la non-transparence des élections au Togo. Nous ne refusons pas les élections. Si les élections sont normales, nous irons en délibéré. Au cas contraire, je demande à la diaspora et au peuple togolais, debout sur le peuple togolais, de s'unir comme un seul homme pour que nous puissions mettre fin à la dictature et ses manifestations en 2020. Je m'arrête là-bas. Merci, Monsieur Philippe. Votre dernier mot. Merci, Dr Moussa, de nous avoir encore permis ce moment de partage et d'éveil des consciences politiques des Togolais. J'aimerais dire, pour conclure les échanges de cet après-midi, que pour moi, les partis politiques de l'opposition au Togo n'ont ni le monopole, ni l'exclusivité de la lutte de libération nationale engagée au Togo. Les partis politiques, je ne vais pas citer de nom, n'ont pas l'exclusivité. Il revient plutôt et principalement et prioritairement au peuple togolais et à sa diaspora de s'organiser. Qui est-ce qui sont les militants et les membres des partis politiques? Ce n'est pas nous, ce n'est pas le peuple, ce n'est pas la diaspora. C'est à nous de dire aux leaders des partis politiques ce que nous attendons d'eux. C'est à nous de leur dire nos aspirations pour le changement. Nous ne voulons pas que les ressources de ce pays-là
soit accaparé par une minorité qui pille, qui tue, qui viole nos filles, nos enfants. Cela doit finir, cela doit cesser. Donc, j'appelle encore, j'en appelle à la mobilisation et à l'organisation du peuple. Le peuple ne doit pas baisser les bras. Nous sommes prêts de cette victoire que nous cherchons, nous sommes prêts de cette réussite pour laquelle nous nous sommes engagés il y a quelques mois, il y a quelques années. Mobilisons-nous, organisons-nous surtout, aussi bien dans la diaspora que sur le territoire national, pour abattre ce régime entre les griffes meurtrières de cette dictature. Désolé pour la connexion, je disais que nous devrons nous arranger pour arracher le Togo entre les griffes meurtrières de cette dictature cinquantenaire qui n'a ni foi ni loi. Merci. Merci beaucoup. Arracher notre liberté des griffes de cette dictature, je pense que ça fait une bonne conclusion. Le peuple togolais vous a entendu et j'espère qu'il va se mobiliser pour pouvoir arracher cette liberté-là que nous attendons depuis fort longtemps. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, je dirais tempo spectateurs et tempo spectatrices. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre aujourd'hui. Je pense que l'événement a tenu sa promesse. Merci.